Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Laurence Goldman. Et c'est Paris, la ville lumière, la ville éternelle qui est le thème de cet Essentiel ce matin. Notre capitale à l'histoire et à l'architecture unique, extraordinaire, une ville quelque peu malmenée ces dernières années. Mes invités aujourd'hui, le journaliste Jonathan Sixou, bonjour. Bonjour Laurence. Vous avez publié ce livre intitulé Capitale aux éditions du Cerf, un livre pour lequel vous avez reçu le prix Transfuge du meilleur essai, dans lequel vous nous proposez de vous suivre dans les rues de votre Paris pour une promenade à travers les siècles, à laquelle vous avez convoqué les grands auteurs de notre patrimoine littéraire, des chroniqueurs de la vie parisienne, des historiens, bref, tous les amoureux de notre capitale dont vous faites partie, bien sûr. À vos côtés, Alon Hermet, bonjour. Bonjour. Il sera également question de promenade avec vous puisque Culturgy, le site culturel dont vous êtes le fondateur, propose de visiter notre ville accompagné de guides avec pour fil conducteur différents thèmes, notamment celui de la grande bourgeoisie juive au XIXe siècle à travers les quartiers dans lesquels elle a vécu. Vous nous parlerez également du programme que vous avez conçu pour l'association YAD avec cette visite autour de la place Vendôme et de ses grands joailliers, ou encore de cette journée de charme au château de Champs-sur-Marne et de Ferrières en région parisienne. Enfin, dans la troisième partie de cette émission, aux alentours de 11h40, nous irons faire un petit tour du côté de chez Proust. Je recevrai Anne-Laure Sol, elle est la commissaire de l'exposition Marcel Proust, un roman parisien à voir actuellement au musée Carnavalet. C'est à l'occasion, bien sûr, du 150e anniversaire de la naissance de l'auteur de À la recherche du temps perdu. Retour dans Essentiel sur RCJ. Nous parlons ce matin de Paris. Le journaliste et romancier Jonathan Sixou qui publie Capitale aux éditions du Cerf est toujours avec nous. Alon Hermet, avant d'évoquer ces visites guidées que vous nous proposez, un mot sur Culturgy, ce site culturel que vous avez créé. Pour ceux qui ne vous connaîtriez pas, quelle est sa vocation ? C'est un site culturel qui a été créé il y a 11 ans maintenant, un petit peu plus de 11 ans. Et c'est un site d'information culturelle qui répertorie et qui essaie de présenter une sélection d'événements culturels à Paris. Littérature, exposition, théâtre, cinéma également, pour donner des idées de sortie ou des idées d'événements particuliers aux visiteurs parisiens, franciliens, voire étrangers s'ils sont dans la capitale. Alors, vous organisez, vous proposez au public des visites guidées et qui sont au cœur du thème de notre émission aujourd'hui, celui de Paris. Vous proposez de nous faire découvrir le Paris de la grande bourgeoisie juive du XIXe siècle à travers l'histoire de plusieurs illustres familles dans 3 quartiers différents de Paris, rive droite et rive gauche. C'est assez intéressant d'ailleurs. Comment vous est venue l'idée de proposer au public ces itinéraires qui sont à la fois historiques et culturels et artistiques même ? De formation, j'ai fait histoire de l'art et je suis très intéressé par l'histoire en général, l'histoire de Paris particulièrement. Et en marge du site d'information culturelle, j'ai voulu lancer une première visite guidée sur cette thématique des 3 premières familles, donc qui sont les Rothschild, les Pereire et les Camondo. J'ai voulu créer un événement autour de ces familles et puis petit à petit, ça s'est fait sous forme d'un parcours dans le 8e arrondissement. Et c'est une visite qui existe maintenant depuis 4 ans, qui est toujours présentée et qui marche tout le temps aussi bien parce que les noms sont quand même particulièrement porteurs. Et effectivement, le succès a été très important dès le départ. Et il y a beaucoup de privatisations qui sont demandées également pour des centres communautaires de province et également des privatisations de visites, pardon. Des privatisations de visites pour des groupes particuliers, voire même pour des VIP américains ou israéliens. Donc la visite se fait également en anglais. Donc c'est une thématique qui marche très bien depuis 4 ans maintenant. Et j'en ai développé du coup une seconde pour aller un peu plus loin via d'autres familles qui étaient toutes liées en réalité les unes aux autres. Quand on s'intéresse à cette histoire, toutes les familles étaient en lien financier ou en lien familial les unes avec les autres. Et le deuxième volet prend place dans le 16e arrondissement, autour de la place des États-Unis et de l'avenue Foch, notamment, avec 4 autres familles qui sont les Froussy, les Gainsbourg, qui sont 2 familles d'Odessa, les Caïn d'Anvers et les Bischofsheim. Voilà, ce qui est très intéressant dans l'histoire de toutes ces familles, et sur celle de la rive droite également, autour des Fould notamment, c'est que toutes ces familles étaient presque exclusivement toutes étrangères,
et qu'elles sont toutes arrivées à Paris avec une nationalité autrichienne, allemande, russe à l'époque, et qu'elles ont laissé un patrimoine architectural, historique, financier également, qui est absolument considérable. Et sans toutes ces familles-là, on n'aurait pas le Paris qu'on a aujourd'hui. Les Pereire qui ont entre autres financé les travaux d'Haussmann, tous les dons que les Camondo et les Rothschild ont fait au musée d'Orsay, au musée du Louvre, on n'aurait pas ces collections-là dans nos musées aujourd'hui si ces familles n'avaient pas été aussi généreuses avec leur pays d'adoption. Et c'était aussi un point que je voulais mettre en avant pour montrer que tous ces financiers juifs qui sont très attachés à certains clichés ont été beaucoup plus que de simples aristocrates du Second Empire. Ça a été des très très grands mécènes sans lesquels, encore une fois, Paris ne serait pas la ville qu'elle est. Alors, vous l'avez dit, ce ne sont pas des familles originaires de France. À quel moment arrivent-elles dans notre pays ? C'est la Révolution française et l'émancipation des Juifs par Napoléon qui les attirent et les font venir au pays des Lumières ? Oui, tout à fait. Particulièrement, beaucoup d'arrivées à partir du milieu du 19e siècle, sous le Second Empire. Mais c'est vrai qu'il y a certaines familles, comme les Rothschild notamment, qui sont vraiment arrivées tout au début du 19e. James de Rothschild est arrivé à Paris en 1811. Et ça a également eu, la création du consistoire et la reconnaissance du judaïsme en France par Napoléon Bonaparte a eu un impact considérable sur toutes ces familles étrangères qui ont vu en Paris, en la France, l'Eldorado, le jardin d'Éden, où pouvoir être juif en étant légal d'un protestant ou d'un catholique. Jonathan Sixou, quel regard vous posez sur ces grandes familles de la haute bourgeoisie juive du 19e siècle ? Elles font partie de l'histoire de Paris. Vous n'avez pas abordé cet aspect-là de l'histoire de notre capitaine dans votre livre ? Le capitaine n'aborde pas tous les sujets, sinon il aurait fait plusieurs tomes de plusieurs milliers de pages chacun. Je vous écoute et je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites sur la contribution énorme de ces familles juives dans ce courant du 19e siècle qui montre un peu que tous les possibles sont faisables, peuvent se réaliser. On peut arriver avec un sou en poche et finir milliardaire. Enfin, c'est une sorte de rêve américain avant l'heure. Ce qui me touche ensuite beaucoup, vous parliez des Camondo, c'est aussi de voir ces liens de famille, ces liens de parenté entre ces familles. Les Camondo qui sont liés aux Caïns d'Anvers, les Caïns d'Anvers qui ont leur propriété parisienne, mais qui ont aussi créé quelque chose d'extraordinaire, qui est le château de Champs-sur-Marne, avec des collections superbes et un jardin magnifique. Que les personnes qui ne connaissent pas Champs-sur-Marne courent après vous avoir écouté, Laurence, parce que il faut connaître ça. C'est un peu le pendant du musée Camondo à Paris. Et quand on sait en plus l'histoire tragique de ces familles, ça ajoute une dimension hors du commun à ce patrimoine. Alors vous m'offrez une passerelle toute trouvée puisque on reviendra, très belle transition. On reviendra tout à l'heure sur ces familles juives, mais du coup vous proposez également des promenades à l'extérieur de Paris, au château de Champs-sur-Marne et au château de Ferrières, qui était la propriété de la famille Rothschild. Oui, exactement. Et effectivement, c'est dans le prolongement. C'est dans le prolongement, dans le cadre d'une association. Du coup, c'est pas dans le cadre de Culture J, mais c'est dans le cadre d'une association pour laquelle j'interviens culturellement. Et au vu du succès de ces visites, c'est vrai que j'ai eu envie de pousser un peu plus loin l'expérience culturelle et proposer une autre sorte d'événement à des personnes qui peut-être ne sont pas mobilisées et qui ne peuvent pas sortir de Paris de manière simple. Et il y a une journée qui a été créée, effectivement, une journée thématique toujours autour de ces deux familles, donc les Rothschild et les Caïns d'Anvers, au château de Champs-sur-Marne, qui est donc le château de Louis Caïn d'Anvers, qu'il a acheté en 1891, qui est l'ancien château notamment de Madame de Pompadour, qu'il a fait restaurer à grands frais et qui a été donné à l'État en 1934, avec des collections qui sont absolument magnifiques, et un très beau jardin qui a été entièrement restauré également par la famille Caïn d'Anvers. Et donc cette visite sera prévue le dimanche 27 février. Le château de Champs-sur-Marne, la visite se fera le matin de 10h30 à midi à peu près, et ensuite on partira vers le château de Ferrières
Tout ça, c'est en Seine-et-Marne. Loin. Tout ça, ouais. c'est en Seine-et-Marne. On reste pas très loin. Vers le château de Ferrières, donc, qui était l'ancien château de James de Rothschild, qui a été inauguré par Napoléon III en 1862. Donc c'est quand même quelque chose de très important. Et donc on visitera exceptionnellement le château de Ferrières qui est fermé à la visite, qui ne se visite pas en tant que visiteur individuel. Donc c'est ouvert uniquement sur réservation et sur demande. On aura la chance de visiter ce château qui est fermé. Et la journée sera ponctuée par un déjeuner gastronomique au restaurant Le Baron dans le Salon Blanc du château de Ferrières, donc l'une des pièces historiques de la demeure. Je voudrais qu'on revienne sur l'histoire quand même de ces familles très emblématiques de la fin du 19e siècle. Elles étaient très françaises, hein, très patriotes, ces familles, mais elles sont restées très juives. Toutes, d'ailleurs, je vous pose la question, mais en fait, j'en sais rien finalement. Alors, je ne vais pas parler pour toutes ces familles. Certaines étaient très philanthropes, on le sait. Certaines, oui. Les Pereire, pour les Rothschild, James de Rothschild avait toujours ces mots assez drôles quand on lui posait une question sur le judaïsme. Il disait, pour le judaïsme, vous voyez avec ma femme. Donc ça montre le peu d'intérêt qu'il avait, même si dans le château de Ferrières, il y a une synagogue qui avait été aménagée à la demande de Betty de Rothschild. Mais toutes ces familles n'étaient pas, selon moi, très observantes, en particulier dès qu'elles sont arrivées à Paris, où effectivement le cocon familial qu'ils avaient connu ailleurs, dans d'autres pays, où c'était probablement plus pratiquant, se perdait un peu. Donc, autre caractéristique de ces familles, elles se sont alliées à l'aristocratie française par mariage. Oui. Est-ce que finalement elles se sont assimilées ? Ça a été facile pour ces familles Dans les premiers temps... C'était peut-être la noblesse d'Empire, du coup. Oui, c'était la noblesse de l'Ancien Régime. L'un des tout premiers mariages mixtes entre la vieille aristocratie française et la haute finance juive date du milieu du 19e. C'était 1846, il me semble. C'était les deux filles d'un banquier viennois dont j'ai oublié le nom. Et la troisième, c'était Charlotte Fould, la fille d'Achille Fould, un ministre des Finances de Napoléon III, qui s'est marié avec le marquis de Breteuil. Et ces mariages mixtes avaient un double intérêt, je dirais. Le premier, l'intérêt pour l'aristocratie française qui, de régime en régime, a fini par ne plus avoir les fonds et les revenus qu'ils avaient pour assurer leurs revenus et leur train de vie. Donc, dans ces familles juives qui étaient très fortunées, ils trouvaient des sources de revenus presque illimitées. Et toutes ces familles juives qui étaient toutes étrangères trouvaient dans ces mariages avec l'aristocratie française une sorte de légitimité et d'empreinte historique à l'histoire familiale. Oui, ça montre la capacité d'adaptabilité des uns et des autres. Oui. Il y a un pragmatisme aussi bien chez le juif d'Odessa que chez le vieux sang bleu qui n'a plus d'argent, qui montre que chacun doit avaler 2-3 couleuvres pour avancer et pour être gagnant, encore une fois, et offrir un nom, une histoire, pourquoi pas des racines, contre quelques sacs d'or. Ça s'est fait. La bourgeoisie en général, la noblesse en général au 19e, même s'il y a quelques exemples antérieurs, a toujours fait ce type toujours su s'adapter et être peu regardante dès lors qu'il faut sauver un nom, une propriété. Bonny de Castellane, qui a été l'un des plus grands constructeurs aussi, issu d'une illustre famille, qui avait construit le Palais Rose, avenue Foch, oui, avenue Foch, qui a été détruit pour construire une sorte d'HLM de luxe dans les années 60. C'était lui marié avec une héritière des chemins de fer chiliens, je crois. Et il fallait donc finalement, il n'en avait pas honte. Et c'est avec les milliards de sa femme qu'il a construit notamment le Palais Rose sur le modèle du petit Trianon de Versailles. Exactement. Donc ça fait partie des curiosités de l'histoire à pointer, effectivement, de voir que des crispations peut-être idéologiques, identitaires ou autres aujourd'hui, qui peuvent même être dans le quotidien, sans qu'il y ait de violence particulièrement, elles n'existaient pas ou n'avaient pas lieu d'exister il y a 80, 100 ans, 150 ans. Allez, d'un mot très très rapide parce qu'on arrive déjà au terme de cette seconde partie. Un mot très court sur un autre parcours culturel que vous proposez. C'est une après-midi place Vendôme à la découverte de l'histoire et de l'architecture de cette célèbre place de Joaillier.
Oui, donc ça c'est le samedi 12 février, toujours dans le cadre de cette association YAAD, y2ad.fr. C'est le site d'une association donc, pour laquelle je m'occupe de la programmation culturelle. Et c'est une après-midi très intéressante effectivement sur l'histoire de la place Vendôme, depuis ses origines à la toute fin du XVIIe siècle jusqu'à quasiment nos jours. Et dans cette histoire, l'histoire en parallèle des grandes maisons de joaillerie qui l'entourent, Van Cleef, Cartier, Boucheron. Qui était juif d'ailleurs, Van Cleef. Oui, les deux familles, totalement. Van Cleef et Arpels, étaient juives toutes les deux. Et c'est une très très belle visite qui se fait autour de cette place emblématique de Paris, qui est une des plus luxueuses places du monde en tout cas. Et à l'issue de cette visite, on visitera également l'exposition Le Bijou dessiné à l'école de haute joaillerie Van Cleef & Arpels, qui se trouve juste derrière, rue Casanova. Et la journée se terminera à l'hôtel Westin pour un cocktail, des amuse-bouches et du champagne autour de la présentation d'une présentation de Soraya Anari, qui est la fondatrice de la maison de haute joaillerie Vellum Vendôme et qui nous expliquera le processus de création d'un bijou de haute joaillerie depuis le moment de la commande jusqu'à sa livraison par le choix des pierres, la création, etc. Donc c'est une très très belle journée placée sous le signe de la haute joaillerie. Elle est plein d'axes différents et très riches les uns les autres pour nous permettre de découvrir Paris à l'honneur. Mais merci mille fois d'être venu nous voir dans cette émission, nous parler de ces visites que vous proposez. Toutes les informations, c'est sur Culturj. Alors pour les visites guidées sur la grande bourgeoisie juive, c'est sur culturj.com, culture au pluriel -j.com. Et pour les visites du château de Ferrières, Champs-sur-Marne et la place Vendôme, c'est sur le site de l'association yaad.fr, y2ad.fr. Merci également à vous, Jonathan Sixou, d'être venu nous présenter ce livre Capital. C'est publié aux éditions du Cerf. Restez avec nous sur RCJ. Après la pause, je recevrai Anne-Laure Sol. Elle est la commissaire de l'exposition Marcel Proust, un roman parisien à voir actuellement au musée Carnavalet. À tout de suite sur RCJ.